Salut. 9h30, Merci. 9h30. Chers amis, la matinale Tocsin, merci d'être là et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin. Et je suis très heureux ce matin de recevoir Dostena Angelova qui a accepté mon invitation, qui a accepté l'invitation de Tocsin. Bonjour Dostena, comment allez-vous? Merci Nicolas, bien, très bien. Bon, mais merci en tout cas, mais vraiment, j'insiste, j'appuie lourdement sur les remerciements pour la bonne et simple raison que on vous voit pas beaucoup dans les médias et je pense que c'est un tort de pas vous inviter, de pas donner, de vous donner la parole parce que vous êtes, on va le dire, hein, vous êtes anthropologue politique et culturel, journaliste, vous avez été journaliste pendant 20 ans à DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, et vous êtes chercheur spécialisé dans l'étude des réseaux d'influence politique, économique et médiatique, et vous avez quand même écrit beaucoup de choses, bien entendu, mais surtout ce livre-là, chers amis, que je vous recommande de vous procurer le plus rapidement possible, L'Europe en otage, les think tanks, vous savez, les réseaux politiques, financiers, médiatiques et intellectuels. Et c'est absolument important de lire ce livre et de vous entendre, Dostena, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, parce que vous, ça fait un petit moment, déjà, c'est vos recherches, hein, et ça fait un petit moment que vous alertez là-dessus, vous expliquez toutes ces choses-là, et aujourd'hui, on ne découvre pas la Lune dans tout ce qui se passe au sein de l'Union européenne, au sein des pays, ce qu'on appelle de l'amitié à l'Europa et des pays de l'Est, notamment. C'est pour ça que je vous ai appelé ce matin pour décrypter, notamment avec le cas roumain, ce qui se passe et d'où ça vient tout ça, parce que ça fait un petit moment que tout ça est en place, Dostena. Rapidement, vous, ça vous étonne pas, j'imagine, la situation en cours aujourd'hui au sein de l'Union européenne, hein? Oui, d'une certaine façon, oui, parce que, comme vous avez dit, depuis 99, j'étais sur le terrain à faire des recherches sur la manière dont on a implanté la démocratie à l'Est, d'abord à l'Est, en Bulgarie, dans des pays comme la Bulgarie notamment, mais aussi dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. Et puis, comment, si vous voulez, cette façon d'avoir implanté la démocratie à travers des réseaux d'organisations non gouvernementales payées par l'étranger et bien sûr par des fonds comme l'USAID dont on a parlé récemment. Moi, je parle de l'USAID depuis très longtemps, de l'aide américaine au développement, cette agence que Donald Trump voudrait fermer ou a déjà fermée. Et comment, en fait, ensuite, ces réseaux-là, une fois qu'ils ont été bien implantés après la chute du mur en Europe de l'Est, ont été de plus en plus implantés à l'Ouest. Et la grande supercherie dans cette histoire-là, c'est que on a parlé tout le temps de société civile, de démocratie, de démocratisation, d'organisation non gouvernementale, mais finalement, organisation quand même financée par des agences gouvernementales, donc comme l'USAID par exemple, ou bien comme les fonds de George Soros. Et actuellement, ce qui est intéressant et ce qui se passe et que nous observons avec intérêt, c'est de voir comment Donald Trump perçoit comme des ennemis personnels ces réseaux-là parce qu'ils ont travaillé contre lui à l'intérieur de l'Amérique. C'est-à-dire que ces réseaux-là qui ont été implantés au départ pour noyauter l'Europe de l'Est une fois que l'Union soviétique s'était retirée et pour pouvoir en fait en faire si vous voulez, des territoires faciles à soumettre économiquement, à retirer énormément de cerveaux démographiquement. Par exemple, des pays comme la Bulgarie sont à genoux, mais pas seulement, la Roumanie aussi. Il y a énormément de fuites de cerveaux. Depuis 30 ans, c'est-à-dire ces pays sont exsangues à la fois de capacités humaines, mais aussi économiquement. Et à la place des anciens pouvoirs, il n'y a pas eu vraiment une démocratisation, même s'il y a eu des institutions démocratiques mises sur pied, finalement tout de suite vidées de leur sens. Derrière, il y a des pouvoirs oligarchiques et mafieux qui régissent dans ces pays avec une corruption incroyable. Et de plus, ces réseaux-là ont été organiquement connectés au réseau de l'Union européenne, c'est-à-dire que le pouvoir à Bruxelles n'a pas été un garant. Par exemple, beaucoup de gens de pays de l'Est croyaient au départ que l'Union européenne serait un garant
pour vraiment que leur système judiciaire marche, qu'il y ait un état de droit, qu'il y aurait des institutions, etc. Or, tout à l'envers, les institutions à Bruxelles ont soutenu ces pouvoirs mafieux en place parce qu'ils sont bien rentrés dans leurs intérêts pour que ces pays-là puissent servir de territoire justement à assimiler, à utiliser, etc. Mais ce système-là a finalement de plus en plus rongé les pays occidentaux, et c'est ce que je disais il y a 20 ans quand je faisais mes recherches à l'école des hautes études. Attention, la France connaîtra le destin des pays de l'Est après la chute du mur, c'est-à-dire un effondrement économique, des retraites qui s'effondrent, des gens qui ne peuvent plus se soigner, une baisse incroyable à la fois du niveau de vie, mais aussi de l'espérance de vie. C'était brutal, quoi. Des choses dont on n'a pas parlé. Pendant 20 ans, on a raconté, 30 ans, on a raconté comment les pays de l'Est, voilà, se démocratisent, que tout va bien, que voilà. Tout ce conte-là, démocratique, finalement, s'est effondré. Déjà en 2008, quand il y a eu la crise financière, mais encore de plus en plus aujourd'hui, quand on s'aperçoit que les ressources à l'intérieur de l'Union européenne finissent. Et maintenant que le pouvoir américain ne veut plus financer tout ce système-là, qu'est-ce que ce système deviendra? C'est-à-dire tout ce système, si vous voulez, d'injection financière de la part des États-Unis, que Donald Trump veut retirer. Et d'ailleurs, à mon avis, avec l'accord de ce qu'on appelle l'État profond, même si l'État profond est un concept un peu flou, que je ne saurais pas toujours définir de manière très claire, mais il y a par exemple une chercheuse américaine qui s'appelle Janine Wedel, elle aussi, comme moi, anthropologue. Encore, quand on était en séminaire à New York en 2008, on discutait avec elle, elle allait sortir, et puis le livre est sorti après, un livre qui s'appelle Shadow Elite, l'élite dans l'ombre. Donc, cette élite dans l'ombre, cette élite dans l'ombre qui est en fait une élite parallèle aux institutions, comme des clusters, si vous voulez, d'intérêts à la fois économiques, personnels et autres, et qui fonctionnent backstage, enfin derrière le rideau. Cette élite-là, finalement, elle s'est aperçue que les États-Unis n'ont pas le choix économiquement actuellement que de se retirer de ce système-là et de se tourner vers les pays d'Asie du Sud-Est. Donc, l'intérêt économique aussi, là, il est dominant. C'est très intéressant qu'évidemment Donald Trump, maintenant, il vient comme un sauveur aux États-Unis, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est aussi un intérêt, et ce sont des intérêts économiques qui, à un moment donné, se sont rendus compte que ça sera la catastrophe totale si ce système continue financièrement. Voilà. Donc, je ne sais pas maintenant quelle est la question vraiment que vous voulez poser, peut-être par rapport à la Roumanie. Je voulais que Dosténa, je vous remercie d'être là ce matin. On va parler de la Roumanie, bien entendu, parce que c'est extrêmement intéressant. Mais finalement, quand je vous écoute, et vous le dites, je répète, vous le dites depuis un certain temps, c'est pas nouveau tout ça. Vos recherches, vos analyses sont là depuis un certain temps. Il suffit, chers amis, en fait, de les écouter et surtout de les médiatiser, ces analyses-là. Ça permet de donner une épaisseur à la réflexion. C'est-à-dire que vous avez raison, finalement, l'Union européenne on nous a promis la démocratie, l'émancipation des peuples, le ruissellement économique, et finalement, ça a été tout le contraire. Ça a été un paravent aussi à cette mainmise des États-Unis sur ces pays qui avaient vécu le joug de l'Union soviétique pendant très très longtemps. C'est ça, en final, l'Union européenne a fait le sale boulot. Elle était quoi? C'était piloté, ça a été fait exprès, ça a été l'agent déstabilisateur de ces reprise. Vous savez, l'Union européenne, maintenant, beaucoup d'analyses le disent. Moi, je le dis aussi dans mes livres. Après 1945, l'Union européenne s'est quand même faite à l'initiative, enfin, je veux dire, petit à petit, évidemment, on a commencé avec toutes les étapes. C'est pas tout de suite l'Union européenne, c'était la CECA, etc. Mais ça a été créé à l'initiative des États-Unis comme dans le contexte de la guerre froide pour pouvoir être en fait être le contre-pouvoir de l'Union soviétique. Donc l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest a connu ces belles années
Parce que le système états-unien, déjà économiquement, avec l'Union européenne, après le plan Marshall, marchait très fort et il y avait les 30 glorieuses, il y a tout ça et tout ça. Mais politiquement parlant, à part De Gaulle, il n'y avait personne d'autre qui s'est opposé à cette américanisation des peuples, américanisation aussi sur le plan culturel. Enfin, je veux dire, les 30 glorieuses ont marché sur le rêve aussi de Hollywood. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'était pas un rêve européen, c'était un rêve américain que l'Europe a vécu. Déjà sur le plan idéologique et culturel, mais ensuite aussi institutionnellement. Et après le chute du mur, quand finalement, économiquement déjà, si vous voulez, ce système de Bretton Woods, qui a été créé après 1945, commençait à avoir des crises internes. Au moment même où la chute du mur a eu lieu, dans les années 80, déjà le système occidental a été en crise économique interne. Et s'il n'y avait pas eu la chute du mur et le pillage des ressources de l'Europe de l'Est, la crise qu'on vit aujourd'hui, financièrement parlant, économiquement parlant, avec la crise du dollar, le fait que la machine à habiller continue à produire, etc., elle aurait survenu beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a eu 30 ans de sursis à cause de pillage énorme de ressources qu'il y a eu en Europe de l'Est. Mais aujourd'hui, ces pays de l'Europe de l'Est qui sont régis par des réseaux mafieux, et ces réseaux mafieux ont aussi complètement gangréné aussi l'Europe de l'Ouest. C'est ça qui est intéressant. Ces analyses-là sont très intéressantes de voir comment, finalement, à travers l'analyse des think tanks, je fais apercevoir qu'il y a eu un vidage, une privatisation, si vous voulez, des institutions démocratiques, petit à petit, qui aujourd'hui arrive à des absurdes totales, des absurdes totaux. Bon, par exemple, revenons au cas romain dont vous voulez parler. C'est la Cour institutionnelle qui décide de retirer un candidat au présidentiel, qui est Georgescu, alors même qu'il n'y a pas de preuves et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas eu de vrai procès qui prouve tout ce qu'on lui met sur le dos. C'est-à-dire que présomption d'innocence, état de droit, tout ça part à la poubelle. D'une part, je veux dire, il n'y a pas de garant, et ça c'est très important, parce qu'on parle politiquement évidemment qui veulent retirer le candidat qui veut s'opposer à un système actuel dont on vient de parler, mais en même temps, on désavoue totalement, maintenant ouvertement, la présence d'état de droit, quelque chose qui est vraiment un fondement de la démocratie. Et là, ça devient très, 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 très dangereux. Ça veut dire que demain, voilà, sur le bon vouloir finalement d'une junte au pouvoir, on peut disqualifier ceux dont on ne veut pas la présence. Et donc, le candidat Georgescu, comme c'est quelqu'un qui, en plus, est apparu de nulle part, voilà, tout de suite, on l'a accusé de russophobie, etc. Donc, évidemment, toutes ces étiquettes-là qu'on colle sur des gens qui sont contre le pouvoir, ils sont pro-Poutine, ils sont… contre l'OTAN, contre l'Union européenne. Voilà, il veut faire un référendum contre… voilà. Mais ces processus-là, Nicolas, c'est ça qui est important aussi à dire, sont déjà en cours. C'est-à-dire que maintenant, il y a Pissaroglu, je crois, qui est un assistant de Georgescu, qui est candidat à sa place. Donc, il a donné aussi tout son… Et là, ils ne peuvent pas vraiment encore retirer le deuxième candidat. Mais disons que ces processus sont en cours parce que les peuples commencent à se réveiller. Pourquoi ils commencent à se réveiller? Tout simplement parce qu'économiquement, c'est la cata. Voilà, parce que tant que ça va bien économiquement, il n'y a pas de problème. Enfin, que ça va bien. Il faut dire, en Roumanie, en Bulgarie, dans ces pays, les gens sont habitués à un standard beaucoup plus bas que ils ont été. Qu'en Europe occidentale, enfin, en Europe de l'Ouest, on va dire, en Europe de l'Ouest, complètement. C'est ça, c'est ça.
Et là-dessus, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit bien, c'est les propos de Thierry Breton, l'ancien commissaire, l'ex-commissaire européen au marché intérieur, qui avait clairement dit sur une antenne française, je crois que sur LCI, je crois, ou BFM, peu importe, qu'à un moment donné, il y avait eu une ingérence européenne. Alors, il était revenu sur ses propos, mais tout de même, c'est ce qu'il avait dit. Et donc, ces gens-là, en fait, ne se cachent plus d'Ostena aujourd'hui. Ils ne Non, se cachent non. plus d'aller faire une ingérence dans les pays où les pouvoirs seraient contre l'OTAN, contre l'Union européenne, et de fait accusés de poutinophilie. Ils ne se cachent plus, ces gens-là. Ben vous pouvez quand même imaginer la Roumanie, géographiquement où elle se trouve, la Bulgarie, elle se trouve, c'est la mer Noire. Ouais. Donc, stratégiquement parlant, ça n'arrange pas leurs affaires. Et ensuite, comme Donald Trump, il a changé le cours de la politique américaine, maintenant, tous ces réseaux du Parti démocrate, mais qui en fait étaient, qui sont reliés au réseau de Soros, qui sont reliés à tout ce globalisme militant et ultra-globalisme, parce que Trump, il est globaliste, mais il n'est pas ultra-globaliste. Donc, tous ces réseaux-là se retirent à Bruxelles avec, évidemment, le soutien de Londres. Et personne dans les médias, j'ai l'impression que dans les médias mainstream, on ne s'est pas posé la question pourquoi maintenant on crée un front européen avec un pays qui est en dehors de l'Union européenne, les Britanniques. Les Britanniques, ça fait depuis très longtemps que, en fait, c'est le soutien réel de l'Ukraine, mais c'est pas les Britanniques aujourd'hui. On dit Britanniques. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment que les pays nationaux. Ça aussi, nos téléspectateurs, nos spectateurs doivent très bien se rendre compte. On ne peut pas parler de Britanniques, d'Américains, de machins, etc. En même temps, c'est actuellement là où se concentrent ces ultra-globalistes qui régissaient en grande partie les États-Unis. Ce lobby-là, actuellement, le City de Londres, l'élite financière, elle est concentrée là, mais elle est internationale. Elle a ses intérêts en Chine, chez les Komsomol qui sont contre le Xi Jinping. Il a ses intérêts en Russie, il a ses intérêts dans d'autres pays. Donc, en fait, ce sont maintenant cette guerre invisible qui est en cours, elle se passe entre différentes élites internationales, qui sont au niveau international. Et aujourd'hui, ce système dont je parle dans ce livre tellement énorme, c'est vrai, mais il est important que c'est pas juste pour faire la publicité d'un livre. Je pense que ce livre n'a pas réussi. Bon, c'était un petit éditeur aussi, mais n'a pas réussi vraiment à atteindre énormément de lecteurs quand il est sorti en 2022. Or, ce livre, il explique pourquoi on en arrive là, comment ces élites-là ont totalement grignoté de l'intérieur les pays, à la fois au niveau politique, en privatisant le politique dans leurs intérêts, à la fois au niveau médiatique, intellectuel, les universités, les programmes universitaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe a du mal à produire des élites, des contre-pouvoirs. Et oui. Je veux dire, voilà. Et la dernière chose que notre cher Macron a fait, c'est de complètement décapiter l'ENA. Or, l'ENA est la tradition administrative française, la diplomatie française qu'il a aussi totalement bousillée. Ça a été quand même un des endroits le plus difficilement atteignables parce qu'il y a une tradition. Et là, ça aussi a été complètement bousillé. Donc, aujourd'hui, la question, c'est d'où vont émerger ces contre-pouvoirs, ces contre-élites et comment ils pourront finalement sortir sur le plan institutionnel. Et là, le problème, on arrive encore au problème roumain, mais le problème bulgare aussi, j'aimerais vous dire quelques... Mais il faut en dire, bien sûr, oui. Donc là, on a disqualifié Georgescu, ok. En Bulgarie, la Cour constitutionnelle, on l'a totalement désavouée, la pauvre, elle aussi, elle vient de prendre des décisions parce qu'il s'est avéré que aux dernières élections, alors que tout le monde le sait, le comptage de bulletins, etc., a été totalement aléatoire, que les oligarques s'achètent les élections. Il y a des caméras qui voient, dans les sections électorales, qui voient ce qui se passe, mais la loi ne permet pas de saisir ces gens-là. C'est-à-dire qu'on voit, on a posé des caméras, on voit totalement la fraude. Et là maintenant,
à travers une crise institutionnelle que je ne vais pas vous raconter en détail, Ouais. mais on a poussé la Cour institutionnelle quand même à dire, bon, bah, écoutez, dans les 2000 sections dont on a pris vraiment les extraits, on voit qu'il y a eu des fraudes. Donc, 16 députés tombent du Parlement, qui est là déjà depuis le mois d'octobre. Il y a 16 autres qui vont rentrer. Mais si on regarde les autres sections électorales, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les élections même, celles qui permettent de produire du pouvoir, de changer le pouvoir, ne fonctionnent pas. Alors, comment la fraude, elle est là aux grandes dames de tout le monde et personne ne peut rien faire. Ça veut dire quoi? En une phrase, ça veut dire qu'il n'y a pas de système judiciaire. La chose sur laquelle je viens d'insister tout à l'heure. Ouais. Et où est le système judiciaire aussi quand il s'agit de la fraude de von der Leyen et tout ce qu'elle a fait par rapport au vaccin et la corruption saillante qui régit l'Union européenne. Donc, ce système-là, il est au bord de faillite. Et je pense qu'il est important de comprendre comment et pourquoi, parce que ce n'est pas juste une petite élite qui est au pouvoir. C'est quelque chose qui est infusé dans la société. Les gens aussi ne se rebellent pas parce que quelque part, ici et là, ils font partie du système, malgré eux, comme malgré nous, Alsaciens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est intéressant, oui. C'est intéressant et passionnant, je le dis souvent, mais je le trouve incroyable. C'est-à-dire que là, on a véritablement, on l'a dit, hein, ils ne se cachent plus, ces gens-là. Et vous parliez tout à l'heure d'Ostena, et merci d'être là ce matin. Vous parliez notamment du média mainstream, qui n'en parle pas, mais eux aussi, à un moment donné, ils réagissent aussi à une caste dont ils font partie parmi les grands éditorialistes aussi. Ils bénéficient du globalisme, ils bénéficient du progressisme, ils bénéficient du néolibéralisme. Donc, on y voit mal, à un moment donné, aller cracher dans la soupe de ceux qui les ont mis là où ils sont. Et on se rend compte tout de même, vous disiez d'où ça va venir les contre... Parce que la question des contre-élites est extrêmement intéressante parce que c'est le pendant de votre livre. C'est-à-dire qu'on voit bien que le peuple roumain aujourd'hui en a marre et que ça manifeste partout, qu'on le voit absolument dans aucun grand média. On voit bien que le peuple roumain et d'autres se rebellent aujourd'hui violemment contre ce qu'ils considèrent comme une arnaque, une mascarade démocratique. Ça aussi, ça pourrait faire basculer les choses en Roumanie et ailleurs, notamment quand Thierry Breton dit qu'en Pologne, ça peut être le cas. On a reçu ce matin avant vous Olivier Beau de la Pologne qui dit exactement la même chose, qu'il y a une vraie crise démocratique en Pologne et une vraie possibilité de basculement. Le peuple roumain qui manifeste là-dessus, ça pourrait peut-être aussi faire émerger une contre-élite, une élite nationale patriotique qui veut le bien de son peuple. Oui, bien sûr, on aimerait bien. Bon, moi, je reste toujours dans le cas des gens qui réfléchissent un peu en contre-courant, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit l'alternative pour l'Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est l'Allemagne de l'Est qui porte surtout ça, parce que quand il y a eu le Anschluss en 90, ils en ont souffert vraiment. Mais on parlait pas beaucoup de ça, mais moi comme anthropologue, j'ai fait des interviews en Allemagne de l'Est. Ils ne se sont pas vraiment fondus avec l'Allemagne de l'Ouest. Il y a eu vraiment de tensions et encore des tensions. Par contre, moi, ce qui me fait peur, je vous le dis très ouvertement, là maintenant, Tocsin, c'est considéré comme, par exemple, comme une média de droite. N'est-ce pas? Moi, j'ai toujours été de gauche depuis que je suis petite, par tradition familiale, de gauche dans le sens populaire du terme. Mais aujourd'hui, je me sens évidemment beaucoup plus gaulliste qu'autre chose. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce retournement, voilà. Mais quand on voit ce que fait Meloni en Italie, est-ce que c'est cette droite-là qu'on veut arriver au pouvoir? Est-ce que quand l'alternative sera au pouvoir, par exemple, je me pose la question, quel est le modèle socio-économique qu'on propose? Est-ce qu'on proposera vraiment un état de droit? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que l'idée droite et gauche, déjà, il faut complètement s'en débarrasser, c'est fini. Il faut parler plutôt... C'est pour ça que je dis, vous le dites, média de droite, mais c'est considéré surtout comme, on va dire, une certaine classe médiatique qui ne peut plus faire front à nos audiences. Donc vraiment, sur Tocsin, je me permets là-dessus,
on reçoit absolument tout le monde. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du débat aussi. Sur Turkcell, on essaye de Oui. recevoir vraiment tout le monde. Mais c'est vrai que le débat droite et gauche, je suis d'accord avec vous, Dosténa, à mon sens, n'existe plus. C'est les souverainistes contre les globalistes C'est ça, mondialistes, à c'est mon ça, avis. Hein. c'est ça, Mm. c'est ça, c'est Ouais, ça. Et une fois que, voilà, et ouais. donc ces souverainistes-là, Mm. maintenant, il faudra qu'il y ait une idée, d'ailleurs même au niveau, par exemple, des Ouais. grands pouvoirs comme Poutine. Moi, je pense que le système russe ne pourra pas, enfin, pour l'instant, c'est un système en état de guerre, d'accord? Ouais. Donc, c'est une Mm. économie de guerre, etc. Mais une fois que la guerre sera finie, Mm. comment ils vont gérer leurs propres oligarques? Parce que là aussi, ces années 90 ont été terribles et tout a été complètement pillé par Ouais. les oligarques. Donc, Poutine, il essaye de faire de l'équilibre, etc. Ouais. Donc, il faudra qu'à un moment donné, qu'il y ait une proposition d'un nouveau système Mm. de redistribution ou de création de richesses. Quel genre de système ça sera? Donc, avec quel... Là, actuellement, je pense que le monde entier est en recherche de nouveaux modèles économiques et sociaux et de nouveaux horizons du futur. On est en train de refuser ce système totalement parasitaire et horrible qui a étouffé les peuples. Ouais. Mais ce système-là, malheureusement, a fait aussi beaucoup fait de tort à la possibilité d'émergence de propositions de nouveaux modèles économiques et sociaux. Et c'est ces nouvelles propositions qu'il faudra qu'on recherche et des médias, justement, comme la vôtre, à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on propose? Quelle pourrait être l'énergie à mobiliser face à ça? Dosténa, est-ce que selon vous, ça pourrait passer par les peuples? Alors les peuples, au sens générique du terme, hein, on va pas. Le peuple, c'est compliqué à définir, bien entendu, on le sait. Et vous êtes anthropologue, je pense que là-dessus, on va trouver des points d'accord. Mais est-ce que ça pourrait venir d'une partie des populations européennes aujourd'hui exsangues, agressées littéralement, dont la démocratie a été concassée et interdite à bien des égards? Ou est-ce que ça pourrait devenir, ou est-ce que pourrait ça venir de contre-élites qui pourraient se former mécaniquement, j'ai envie de dire, mécaniquement, elles Moi, se forment à un je moment donné, pense non? que En réaction. de toute façon, le peuple, à un moment donné, il doit faire émerger une nouvelle contre-élite. Ouais. C'est pas le peuple. Et Oui. ensuite, bon, il faut quand même Ouais. être de ce point de vue-là. Moi, je suis de droite d'une certaine façon en disant que oui. Vous pouvez pas diriger un pays juste en faisant une révolte Ouais. contre. Oui, oui, oui. Il faudra qu'il y ait quand même une élite qui puisse représenter ses intérêts populaires. Et ces intérêts populaires dans le sens justement de pas seulement matérialiste. Hein. Ouais. Et là Ouais. aussi, je ne suis pas de gauche dans le sens classique du terme. Je pense que la redistribution économique ne peut pas tout résoudre. Il Ouais. faut un horizon métaphysique. Et cet horizon métaphysique qu'on a complètement bousillé avec la déchristianisation de l'Europe Ouais. va nous manquer cruellement. Moi, je pense que c'est très, très important de donner un horizon métaphysique parce que c'est le sens même Ouais. de ce qu'on fait, de comment on le fait, pourquoi on le fait. Et le christianisme, évidemment, il y a beaucoup de tort dans la façon institutionnelle de régir l'Église. Hein, enfin, et l'Église, on sait combien de tort elle a pu faire aussi. Mais il faut un renouveau spirituel. Pour moi, sans ce renouveau spirituel, il n'y a pas de possibilité d'horizon politique, parce que l'horizon politique est une fonction aussi de l'horizon métaphysique, de l'horizon du sens de faire peuple, du sens de faire communauté, sur quelles valeurs, sur quelle... Ouais. Et tout ce qui a été... Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cette révolution culturelle néolibérale? Elle a juste mis vraiment jusqu'à la dernière contradiction, enfin jusqu'à l'absurde, le vide métaphysique, le vide totalement spirituel Oui. de la société européenne, Ouais. pour en faire carrément du satan, enfin on peut dire du satanisme dans le sens de totalement désavouer tout ce qui est même humain en fin de compte. Mais quelle est la proposition en face? Ok, les valeurs de la famille, le christianisme et tout ça, mais il faut vraiment aller plus loin. Il faut vraiment remobiliser, voir où est-ce qu'on peut remobiliser. Est-ce qu'on peut remobiliser sur des valeurs d'il y a 100 ans? J'y crois pas trop. Ouais.
Hmm. J'y Ouais. crois pas trop. Hmm. C'est pas un remettant le patriarcat Ouais. et puis l'Église d'il y a 100 ans Ouais. qu'on va faire société. Donc il faut quelque chose de moderne et en même temps de sain. Hmm. Et Est-ce que, là, est-ce il que là, faut penser Dosténa, à est-ce que là on ne parle pas d'identité? Est-ce que là vous ne nous parlez pas finalement aussi d'identité de chaque peuple? Pour avoir fait pas mal de reportages en Pologne, je sais que j'ai beaucoup voyagé en Pologne et beaucoup fait de reportages là-bas, puisque j'ai une partie de mes racines qui est là-bas aussi. Et beaucoup m'ont dit, effectivement, c'est la religion catholique qui a tenu le pays, qui a permis au pays de survivre aux différents effacements. Ils ont été rayés de la carte à plusieurs reprises. Et c'est l'Église catholique, à un moment donné, ou la croyance qui a permis de tenir, on va dire, l'âme de la nation pour la faire ressurgir aujourd'hui. Bon, on en a parlé avec Olivier Beau il y a quelques minutes dans le Toxin, mais est-ce que c'est pas une question d'identité également aussi des peuples, au-delà des valeurs? L'identité et les valeurs, Ouais, c'est totalement lié. Et moi, ouais, je pense que oui, évidemment. Par exemple, en Bulgarie, l'Église orthodoxe a ouais, aussi permis à la Bulgarie de survivre à ouais, la présence ottomane au joug ottoman ouais, pendant 5 siècles, totalement. Mais aujourd'hui, je ne vois pas les jeunes dans la rue avec leur smartphone ouais, aller à la messe ou aller ouais, voilà pendant 2 heures avec aussi un clergé qui est totalement, enfin pas totalement, mais dans beaucoup ouais, de cas corrompu. Vous voyez ce que mm, je veux dire? ouais, Donc là, il faudra qu'il y ait des forces vives qui puissent proposer un renouveau évidemment lié à chaque peuple, lié à chaque tradition. Et mm. puis, je suis aussi européiste, hein, je vais vous le dire très, Ouais, très franchement. Moi, je parle grec parfaitement. Je me sens grecque à bien d'égards. Je parle français. J'ai pas ouais, passé plus de ma vie en France qu'en Bulgarie. Je me sens donc française. Je me sens bulgare. Comment ça c'est possible? Eh ben, parce qu'il ouais, y a une Europe. Mais mm, cette Europe-là, mm, il faudra qu'elle soit d'abord l'Europe des nations et ensuite une ouais, Europe qui propose à se protéger et à mm, protéger ses peuples mm, dans un contexte mm, aujourd'hui de ouais, protectionnisme économique terrible. mm, Il faudra juste que cette élite de Bruxelles soit, ouais, parte et qu'il y ait une autre Europe à la place. Je ne veux pas jeter mm, le bébé avec l'eau sale du bain, quoi. ouais, Vous mm, comprenez? Je ouais, ouais, pense que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on a intérêt d'avoir une Europe, mais pas cette Europe-là qui a pillé les peuples et qui les a mm, complètement mm. Ouais. Vous êtes plus, si je comprends bien, de cela, vraiment merci ce matin d'être là dans ce grand entretien. Donc, vous êtes plus pour une Europe des nations, on est d'accord, oui, plutôt tout à qu'une fait, Europe fédéraliste qui n'a que seul but, il faut le dire, la dissolution des peuples. Parce que, et vous avez c'est parlé ça. d'Ursula von der Leyen, à un moment donné, personne s'est opposé à sa renomination avec toutes les casseroles qu'elle a Tout derrière à elle, hein, fait. parce qu'elle en Oui, a parce beaucoup. qu'on Hein. n'a pas du tout on n'a Ouais, pas du tout de possibilité de délire ouais. ces Oui. gens-là, de les élire, évidemment. Mm, Et mm, donc, euh, non seulement, enfin, et ceux qu'on élit aussi, on les élit pas non, pas vraiment. On n'a pas non. vraiment le choix. C'est pour ça que je reviens aussi. Est-ce qu'on a des garanties aujourd'hui que les élections, surtout dans les pays, je vous dis, comme la Roumanie, la Ouais. Bulgarie, etc., mais peut-être même en France, qu'est-ce Ben, qu'on en sait? ben oui. Que les bulletins sont comptés de manière juste, qu'il y ait vraiment un Ouais. pouvoir judiciaire Ben, derrière sans, sans, qui sanctionne. ouais. Sans même aller jusqu'à là, regardez notamment ce qui se passe avec la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Regardez qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, qui l'a nommé d'ailleurs avec le marchepied du Rassemblement national, je veux dire, très probablement, on pourrait imaginer aujourd'hui, c'est pas dingue de le penser, qu'Emmanuel Macron prévoirait un troisième mandat avec l'accord du Conseil constitutionnel. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a toute une série de choses qui en France posent vraiment des questions. Et avec des gens comme Thierry Breton, on est en droit de se poser la question de Oui, savoir oui, si oui, en et sept. Hein. ils s'en cachent plus. Ouais. Actuellement, ils s'en cachent plus Mm, qu'ils n'hésiteront pas à mettre, à venir à une dictature ouverte. mm. À une Ouais, ouais. dictature ouverte. Mais Mm, la question, c'est comment économiquement ils vont tenir et comment ils vont être quand même face peut-être mm, à des révoltes populaires de plus en plus denses mm.
partout en Europe, et y compris en France. Moi, je ne sais pas du tout comment ça pourrait évoluer la situation en France. Après, ce qui s'est passé avec les agriculteurs, Oui. maintenant, est-ce que les gilets jaunes, Oui, les Français en colère. Les Français en reprendre, colère. voilà, pourront reprendre le flambeau, parce que finalement, même Rassemblement national est une déception. Oui, pour beaucoup de gens, effectivement. Il n'y a manifestement pas une opposition politique qui veut le bien de la population et le bien de son pays pour les années à venir, quand même. Ça Donc, pose un tout vrai ce problème système, aussi. finalement, moi, je pense que là, on est à un moment donné où ce système, il est totalement Ouais. obsolète, et ça se voit, ça peut se percevoir. Si avant, on pouvait avoir un peu un théâtre démocratique qui était là à faire comme si, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et moi, je pense qu'en France, on se rend pas assez compte que économiquement, ça promet d'être une catastrophe. C'est déjà catastrophique, mais on n'en parle pas. Ouais. Là-dessus, je voudrais qu'on finisse là-dessus, Dosténa. Merci d'être là ce matin. C'est vraiment passionnant pour ce grand entretien. Vraiment, merci de faire confiance à Toxin pour venir là-dessus. Finalement, on parlait rapidement du RN, mais on parlons aussi de la LFI ou du moins du PS. Peu importe, finalement. Oui, tout à fait. Les filles Voilà. aussi, pareil, totalement. J'ai quand même l'impression que ces raccords, désolé de la trivialité de l'expression, qu'à un moment donné, plus ces partis font partie d'un système, et le RN qui s'approche de plus en plus du pouvoir est en train de se mainstreamiser en se coulant dans le système, et comme d'ailleurs à gauche, pour le coup, moi, il n'y a pas de chapelle politique pour le coup ici, donc je veux dire, on a quand même l'impression que ça correspond à ce que vous dites. Avec vous. Tout le monde s'autoprotège dans ce système politique, d'ailleurs, qui est extrêmement bien rémunéré. Avec nos impôts, il ne faut jamais l'oublier. Et on se rend compte que finalement, ces gens veulent rester au pouvoir, ou du moins de plus près proche du pouvoir, tout en ne renversant pas la table. C'est mon avis un peu, du moins c'est mon analyse. Alors, je soutiens totalement cette analyse. C'est ce qu'on observe aussi en Bulgarie, en Roumanie, même en Serbie, etc. Ouais, Ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils sont dans un système de corruption, et c'est pas une corruption parce que quelqu'un est mauvais ou qu'il est bon. C'est une corruption systémique, c'est une corruption qui est le système même du pouvoir. Et donc, dans ce système même du pouvoir, par exemple, tous ces gens-là, je pense qu'ils sont obligés à un moment donné d'en faire partie. Donc, une fois que vous en faites partie, vous êtes dedans, il n'y a plus de sortie possible. Et surtout, aujourd'hui où les ressources ailleurs deviennent de moins en moins disponibles, eh ben, les gens, ils veulent garder à tout prix leurs privilèges jusqu'au bout, coûte que coûte, face au reste de la société. C'est clair, c'est clair. Dernière question là-dessus, est-ce que la crise économique, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on en parle rapidement, en 2-3 minutes, est-ce que la crise économique va-t-elle précipiter à un moment donné cette révolte des peuples? On le voit avec les agriculteurs, on le voit, on en a parlé aussi avec les entrepreneurs, d'autres entrepreneurs, cette façon délibérée de nier et d'aller spolier notamment les gens qui travaillent dans ce pays, ou du moins qui essayent de faire vivre ce pays. Est-ce que cette crise économique et cette désespérance de millions de Français va précipiter de façon beaucoup plus large qu'avec les Gilets jaunes la chute du pouvoir, parce qu'ils sont déconnectés, et puis j'ai envie de dire, ils ont besoin d'argent, donc il faut qu'ils piquent de l'argent partout, il y en a. De toute façon. Je pense que ce sera le cas, et je pense que le moment où ça arrivera, il aura un choix à faire, à basculer dans une dictature, parce que ces contre-élites peuvent être bénéfiques comme ils peuvent être maléfiques, vous voyez ce que je veux dire. Donc, soit on bascule dans une dictature sans nom, et donc un passage un peu dur, je pense, qui pourrait exister, ou bien un contre-pouvoir qui remette un nouveau contrat social, un nouveau système en place. Je pense que le système tel qu'il est, le système des partis de la Ve République en France, de ce qui est ce système en Bulgarie ou en Roumanie ou ailleurs, cette soi-disant démocratie, il est au bout. Il faut un nouveau contrat social, il faut un nouveau contrat politique, il faut un nouveau contrat presque métaphysique. Donc on est face à un grand défi qui demandera une vraie énergie, au peuple de se définir. Et là, il y a la difficulté
parce que la France est quand même un pays multiculturel, malgré le fait que Ouais. il y a la racine française, Ouais. l'histoire Ouais. française, etc. Mm. Comment cette racine française qui a toujours réussi à assimiler et à créer un État fort à partir Mm. du multiculturalisme pourrait, pas à l'américaine, hein, je Ouais. parle de. Oui, oui, oui. Et là aussi, il faut L'assimilation dont nous faisons partie, Voilà. dont je fais partie Voilà. également. Hein, voilà. Donc, C'est ça, aujourd'hui, vous voyez, ouais. on a aussi un problème presque de Ouais. dictionnaire, de mots, Ouais. de termes, de concepts, parce que tout a été totalement perverti. Et moi, Ouais. ça fait 10 ans que je m'occupe plus tellement des réseaux politiques, je m'occupe de l'anthropologie de l'art. Et vous savez à Ouais. quel point c'est important. En Mm. France, il y a aussi d'autres qui le font, comme Aude de Queiroz, comme Ouais. Estorol ou d'autres, mais Ouais. qui voient comment à travers l'art contemporain aussi on a complètement privé le peuple d'une expression artistique qui puisse l'incarner, Ouais. qui puisse le tirer vers le haut. Alors aujourd'hui on a une industrie culturelle qui tire vers le bas, et de l'autre côté un art contemporain élitiste Ouais. qui est totalement désincarné et même néfaste, extrêmement dangereux. Donc En tout là, cas, il faut vraiment regarder dans plein de directions et essayer de, comment dire, de créer des énergies, des synergies de différents domaines pour pouvoir effectivement voir d'où ça peut émerger les nouvelles propositions. Ah ben en tout cas, on n'en doute pas. Merci beaucoup, Dosténa, d'être venu ce matin sur Tocsin pour ce livre-là. Achetez-le, chers amis. Je ne peux vous encourager qu'à l'acheter, à le lire, parce que c'est une formidable grille de lecture de ce qui se passe à la lumière des recherches de Dosténa Anguelova-Laverne. C'est publié chez le Murmure Édition. Vous pouvez procurez-le vous vraiment, parce que c'est vraiment un livre fondamental. Et vous savez, sur Tocsin, on aime bien vous mettre en avant des lectures et des voix qu'on n'entend nulle part ailleurs. Et c'était le cas ce matin dans ce grand entretien avec Dosténa Anguelova-Laverne. Merci beaucoup, Dosténa, d'être venu Merci, ce matin. Nicolas. Vraiment, merci beaucoup. Et on espère que votre voix va porter et que nos amis des médias indépendants vont vous inviter pour que vous puissiez diffuser cette parole au plus grand nombre. Merci beaucoup, Dosténa. On vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end. Merci beaucoup d'être venu sur Tocsin. Merci, Dosténa. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.